Bonjour et bienvenue dans ce nouveau reportage de Ni vu ni connu. Aujourd'hui nous sommes à Léost pour parler des glissements de terrain qui sont provoqués par les inondations. Et nous allons nous intéresser à leurs prévisions. Et pour ça, avec Tierno, nous allons rencontrer monsieur Alexandre Remaître, enseignant-chercheur ici à l'Université Strasbourg. On y va ? Bonjour Monsieur Remaître. Bonjour. Vous travaillez sur les glissements de terrain depuis 15 ans. Actuellement, dans quelle zone du globe trouve-t-on les plus grands risques d'inondation qui sont susceptibles de causer des glissements de terrain? Alors, globalement, tu as trois grands types de zones. La première zone, ce sont l'ensemble des zones de montagne, parce que pour avoir un mouvement de terrain, il faut qu'il y ait de la pente. Donc forcément, dans les zones de montagne, tu as la plus forte probabilité d'avoir des glissements de terrain. Après, pour les glissements de terrain qui sont en lien avec les inondations, donc c'est typiquement ce qu'on appelle les crues torrentielles. Donc là, on est dans les grandes vallées alluviales qui sont en sortie des systèmes montagnards. Ensuite, les deuxièmes grands types de zones, ce sont toutes les zones littorales ou côtières, parce que tu as l'action de la mer sur les falaises qui entraîne des éboulements, etc. Et puis le troisième grand type de zone, ce sont les zones volcaniques, parce qu'il y a beaucoup de sédiments qui sont disponibles. Tu as en plus des rythmes d'éruption qui sont très réguliers, donc forcément tu as aussi des mouvements de terrain qui vont utiliser ces sédiments pour se déclencher. Et depuis le début de vos recherches sur les glissements de terrain, vous collectez énormément de données. À quoi vont servir ces données? Alors il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'utiliser ces données à des fins scientifiques. Donc pour nous, c'est essentiellement deux grands types de données. C'est les données qui vont concerner le phénomène en lui-même, à quelle vitesse il se déplace, quand est-ce qu'il va se déclencher, sous quelles conditions il va se déclencher. Et puis le deuxième type de données, ce sont des données dites opérationnelles qu'on va utiliser notamment dans le cadre d'observatoires et de systèmes d'alerte. Donc ça va être des données qui concernent notamment le déplacement. Tu as des glissements de terrain qui se déplacent régulièrement à des vitesses modérées, et puis il y a des phases d'accélération. Et c'est dans ces cas-là qu'on va notamment utiliser ces données pour faire la gestion du risque et notamment les systèmes d'alerte. Votre principal site d'activité, c'est la Barcelonnette, dans les Alpes françaises. Oui. Et il y a une particularité sur ce site par le fait que vous avez implanté un système d'alerte. Oui. Pouvez-vous nous expliquer comment il fonctionne? Alors, dans le bassin de Barcelonnette, tu as plusieurs sites. Tu as des sites qui sont purement des sites de glissement de terrain, et tu as aussi des sites qui sont des sites de torrents qui peuvent produire des crues ou des laves torrentielles. À Barcelonnette, on a la chance d'avoir des chroniques de données qui sont très très longues maintenant. On a des chroniques climatiques qui font près d'un siècle. Donc on a des chroniques aussi sur les glissements de terrain qui font plusieurs décennies. Et ces données, elles ont été, je dirais maintenant, utilisées dans le cadre d'un observatoire national qui s'appelle l'Observatoire multidisciplinaire des instabilités de versants, dont Barcelonnette est un des sites principaux. Donc si tu veux, les sites qu'on va étudier, on va utiliser différents types de techniques. C'est des techniques typiquement d'observation, donc notamment pour vérifier les déplacements. C'est des techniques terrestres. On va par exemple utiliser un théodolite ou ce qu'on appelle aussi un lidar, un radar terrestre si tu veux, qui va scanner un paysage à différentes dates, et à partir de là, on va pouvoir voir quelle va être l'avancée du versant. Et ensuite, pour la partie, je dirais, vraiment alerte et système de mise en place et pour prévenir rapidement les populations, on a aussi des capteurs GPS en permanence qui, à partir d'un certain seuil de vitesse, vont automatiquement déclencher un système d'alerte. Ensuite, la gestion de l'alerte, elle va se faire en temps réel, c'est-à-dire que dès que le GPS, par exemple, enregistre un déplacement trop fort, eh bien, automatiquement, on a des messages, que ce soit sous forme de SMS, de mail, d'appels téléphoniques, à toutes les personnes qui sont en charge de la gestion du risque. Donc ça va être la société civile avec la préfecture, les services RTM et nous, scientifiques. Et quels sont les paramètres qui conditionnent la réussite d'une prévision? Alors il y a plusieurs paramètres, alors je ne vais pas tous les citer parce que là on n'aura pas le temps, mais essentiellement ce qui est important pour nous, c'est que ce modèle de prévision, par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure sur les alertes, il ne faut pas non plus que le modèle puisse être, je dirais, va donner trop d'alertes, parce que s'il y a trop d'alertes, les populations, de fausses alertes je veux dire, les populations vont avoir tendance à se dire c'est encore une fausse alerte, donc on ne va pas suivre les consignes, je dirais, en cas d'alerte. Donc on a des modèles qui essayent d'être le plus juste possible et d'éviter ces stades de fausses alertes. Il y a eu le cas notamment en Italie avec le séisme de l'Aquila, où on a eu des scientifiques qui ont été accusés parce qu'ils avaient donné plusieurs stades de préalerte successifs. Les gens au fur et à mesure évacuaient, puis revenaient, évacuaient, revenaient, donc ils en avaient un petit peu assez.
Et puis le jour de la véritable alerte, les gens se sont dit bah non, c'est encore une fausse alerte, et là il y a eu l'événement. Donc c'est toute la difficulté de la chose. Et cette méthode est-elle applicable partout? Alors oui et non, elle est applicable dans n'importe quel site à condition que les facteurs, je dirais, climatiques et géologiques soient à peu près équivalents. Tu peux avoir les mêmes facteurs géologiques ou climatiques en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Europe du Sud ou autre part dans le monde. Mais forcément, par exemple, si tu appliques un modèle qui est plutôt basé sur des observations qui ont été faites dans un milieu alpin relativement froid, tu ne vas pas pouvoir l'appliquer de la même manière dans un milieu, je dirais, comme l'Indonésie par exemple, où tu as certes des altitudes, mais où tu es dans un climat tropical. Donc tu as des modèles qui vont correspondre à certaines zones géographiques. Donc on n'a pas encore à l'heure actuelle, je dirais, un modèle mondial qui va expliquer la répartition de ces glissements un peu partout à travers le globe. Tu as des sous-modèles qui correspondent à des catégories de zones géographiques. D'accord, je vous remercie de ces explications. Merci. Je vous en prie. Alors Tierno, quelle conclusion sur cette interview? On retient qu'il n'y a pas de modèle général pour le moment, il n'y a que des sous-modèles qui sont applicables à des zones locales, mais par contre il faudra ajuster les seuils d'alerte pour être plus pertinent et éviter les erreurs de l'Aquila par exemple. Merci pour cette conclusion. C'était Tierno et Adrien pour un reportage de Ni Vu Ni Connu.